Introduction aux samouraïs et leur époque. Bienvenue dans ce voyage à travers le temps, où nous allons découvrir ensemble l'univers fascinant des samouraïs, ces guerriers emblématiques du Japon féodal. L'époque que nous explorons s'étend sur plusieurs siècles, principalement entre le XIIe et le XIXe siècle, une période marquée par des bouleversements politiques et sociaux profonds. Les samouraïs ne sont pas seulement des combattants, mais aussi les gardiens d'un code d'honneur strict, appelé le Bushido, qui influence chaque aspect de leur vie, de l'art martial à la poésie. Comprendre leur rôle est essentiel pour saisir l'histoire du Japon avant son ouverture au monde moderne. Au fil des siècles, le Japon féodal a vu l'émergence de seigneurs puissants, appelés daimyos, qui contrôlèrent des territoires et des armées composées en grande partie de samouraïs. Ces guerriers étaient au service de leur seigneur, prêts à défendre leur terre et leur honneur avec une dévotion absolue. Leur vie était régie par des règles strictes de loyauté et de discipline, où la maîtrise du sabre était sublimée par une sagesse intérieure. C'est dans ce contexte que les samouraïs deviennent un symbole de puissance et de noblesse, bien au-delà de leurs compétences sur le champ de bataille. L'histoire des samouraïs est aussi celle d'une époque de conflits incessants, où alliance et trahison dessinaient le paysage politique japonais. Chaque samouraï portait une armure distinctive et maniait à bas un katana, leur épée, qui n'était pas seulement une arme, mais un prolongement de leur âme. Ces guerriers s'entraînaient dès leur plus jeune âge pour perfectionner leur art, mêlant techniques de combat, stratégie et philosophie. Leur influence dépasse le domaine militaire, touchant la culture, les arts et même la politique, ce qui explique leur importance dans la mémoire collective japonaise. Avec l'arrivée de la paix relative sous le shogunat Tokugawa, les samouraïs voient pourtant leur rôle évoluer. Ils deviennent des bureaucrates et des administrateurs, vivant dans un équilibre délicat entre tradition guerrière et vie civile. Cette transition marque le début d'un lent déclin de leur statut exclusif, car la modernisation du pays impose de nouvelles valeurs et de nouvelles structures sociales. Néanmoins, leurs valeurs et leur héritage continuent d'influencer profondément la société japonaise, incarnant un modèle d'honneur et de résilience qui perdure. Ainsi, en pénétrant dans le monde des samouraïs, nous découvrons non seulement des guerriers aguerris, mais aussi des hommes et des femmes façonnés par un code d'honneur rigoureux et un engagement total envers leur seigneur et leur pays. Cette double nature, guerrière et éthique, rend leur histoire particulièrement riche. Nous allons voir comment ces figures historiques ont façonné la culture japonaise pendant plusieurs siècles et comment leur héritage se transmet encore aujourd'hui à travers la littérature, le cinéma et les arts martiaux. Dans cette exploration, nous croiserons des personnages fascinants comme Miyamoto Musashi, célèbre pour son duel légendaire et ses écrits sur le combat, ou Oda Nobunaga, un seigneur visionnaire qui transforma le Japon de son époque. Ces figures nous offrent un aperçu des défis auxquels étaient confrontés les samouraïs, entre ambition personnelle, devoir et survie. Leur vie quotidienne, empreinte de rigueur et de spiritualité, nous révèle les multiples facettes de cette caste guerrière hors du commun. Nous n'omettrons pas non plus d'évoquer les rituels et les pratiques qui rythmaient la vie des samouraïs. Du sabre sacré, transmis de génération en génération aux cérémonies du thé, où se mêlaient discipline et esthétique. Chaque aspect de leur existence était pensé pour renforcer leur esprit et leur corps, forgeant ainsi une identité unique. Cet équilibre subtil entre violence et culture est l'une des clés qui rendent leur histoire si captivante, à la fois pragmatique et profondément humaine. En contemplant l'ascension et la chute de ces guerriers, nous assistons à un reflet du Japon féodal lui-même, une société en mutation où cohabitaient bravoure, politique, philosophie et art. Leur disparition progressive à l'ère moderne symbolise le passage à un nouveau monde, mais leurs souvenirs restent vivants, gravés dans les pierres des anciens châteaux et dans l'âme du peuple japonais.
Leur héritage est un témoin précieux de la complexité des époques passées. Alors que nous préparons notre esprit à plonger plus profondément dans cette histoire, nous comprendrons que les samouraïs ne sont pas que des figures du passé, mais des symboles intemporels de courage et de fidélité. Leurs valeurs, bien que parfois idéalisées, offrent des leçons toujours pertinentes dans notre monde contemporain. C'est ce mélange d'histoire, de tradition et d'humanité qui donne à cette histoire toute sa richesse et son pouvoir d'attraction. Cette première introduction posée est la clé qui ouvrira les portes de notre voyage nocturne au cœur d'un Japon d'autrefois. Les récits à venir dévoileront les événements cruciaux, les batailles épiques, ainsi que les moments de paix où la culture des samouraïs a pu s'épanouir. Ensemble, nous allons explorer des faits, des personnages et des faits méconnus qui enrichiront notre compréhension, tout en vous offrant un moment de détente et de réflexion avant le sommeil. La suite sera tout aussi passionnante. Les origines des samouraïs dans le Japon ancien. Les samouraïs émergent au sein du Japon ancien, un pays où les clans et les seigneuries locales dominaient le paysage politique et social. À l'origine, ces guerriers ne portent pas encore ce nom si évocateur. Leur naissance est profondément liée aux besoins croissants de protection des terres et des ressources. Pendant l'époque Heian, qui s'étend du 8e au 12e siècle, la cour impériale, bien que puissante, perd progressivement le contrôle des provinces. C'est dans ce contexte que les premiers groupes de combattants loyaux aux grands propriétaires terriens s'organisent. Ils deviennent les précurseurs des samouraïs, ces guerriers qui exerceront une influence majeure pendant plusieurs siècles. Au départ, ces guerriers ne constituèrent pas une classe sociale unifiée, mais plutôt une foule de soldats à cheval, spécialisés dans les combats armés et la stratégie militaire. Leur rôle principal était de maintenir l'ordre et protéger les domaines des seigneurs locaux. À cette époque, la notion même de loyauté personnelle commence à structurer les relations entre les combattants et leurs maîtres. Ce lien, basé sur l'honneur et la fidélité, préfigure le code qui guidera les samouraïs jusqu'à la fin de l'époque féodale. L'organisation militaire de ces combattants met en valeur l'usage du cheval, une innovation importante pour l'époque. L'art de la guerre s'appuie sur la rapidité des attaques et la précision des archers montés. Ces guerriers maîtrisent aussi les armes blanches, en particulier l'épée traditionnelle japonaise, appelée tachi. Leurs compétences ne se limitent pas à la bataille. Elles incluent également la connaissance du terrain et des stratégies de siège. Cette polyvalence leur confère progressivement un statut social supérieur à celui des autres. Combatants. Petit à petit, ces guerriers montés obtiennent un réel pouvoir, non seulement militaire, mais aussi politique. Ils deviennent des figures centrales dans l'administration des domaines qu'ils protègent. Leurs compétences martiales sont indissociables de leur rôle dans la gestion quotidienne des terres, des populations et des conflits internes. Les samouraïs commençaient ainsi à incarner une élite locale, capable d'imposer leur volonté sur des territoires étendus. Cet accroissement de leur influence marque une étape majeure dans l'évolution de la société japonaise féodale. L'établissement d'une hiérarchie parmi les guerriers est un phénomène notable. Les liens de vassalité se structurent autour du daimyo, un seigneur puissant qui contrôle un vaste domaine. Ces daimyos recrutent et enrôlent les samouraïs sous leur bannière, leur octroyant terres et privilèges en échange de leur fidélité absolue. Cette organisation prépare le terrain pour la formation des clans samouraïs, où l'obéissance et la discipline deviennent des valeurs cardinales. La montée des daimyos témoigne également de la fragilité du pouvoir central et de la montée en puissance des forces régionales. Au cœur de cette évolution se trouve le développement du Bushido, la voie du guerrier. Ce code éthique, encore en construction à cette époque, pose les fondations du comportement idéal du samouraï. Il valorise la bravoure, la loyauté et le respect de l'engagement pris envers le maître. Même si les formes du Bushido ne seront stabilisées que plus tard, ces prémices
se manifeste déjà dans les récits et les pratiques des premiers guerriers. Le Bushido devient ainsi un socle moral qui structure l'existence et les décisions des samouraïs. L'école de la discipline assidue et de l'entraînement rigoureux est une autre caractéristique majeure. Les samouraïs consacrent une grande partie de leur temps à l'apprentissage des techniques martiales et à la méditation. Cette dualité entre force physique et maîtrise intérieure forge une identité propre à ces guerriers. Les exercices de maniement du sabre, de tir à l'arc et de combat au sol sont enseignés dès le plus jeune âge. Ils sont complétés par des enseignements philosophiques issus du confucianisme et du shintoïsme, qui renforcent le sens de la justice et de la rectitude. Les samouraïs participent également aux conflits majeurs qui agitent le Japon. Les batailles entre clans pour la domination des territoires contribuent à affiner leurs compétences et à renforcer leur influence. Parmi ces affrontements, on peut citer les premières grandes guerres civiles, où se forment les alliances et les rivalités qui façonneront le paysage politique à venir. Chaque victoire ou défaite ajuste le poids des clans et modifie l'équilibre des forces. C'est ainsi que les samouraïs se créent une histoire collective, riche en exploits et en leçons. Des personnages emblématiques émergent au cours de cette période formative. Minamoto no Yoritomo est l'un des plus célèbres, qui réussira à unir plusieurs clans et à instaurer un nouveau régime dicté par les samouraïs. Il incarne la transition vers une structure politique dominée par les guerriers. Ce personnage historique illustre parfaitement la montée en puissance des samouraïs, passant du simple rôle de protecteur à celui de pouvoir centralisé. Son influence marque un tournant décisif dans l'histoire du Japon féodal. Les femmes dans ces sociétés guerrières ne sont pas toujours marginalisées. Certaines jouent des rôles significatifs. Les femmes de samouraïs peuvent gérer les domaines, transmettre les valeurs et même participer à la défense de leur foyer. Elles assurent la continuité des traditions et soutiennent la structure sociale. Alicia, une femme samouraï fictive, est un exemple inspirant de l'engagement des femmes dans cet univers. Son courage et sa sagesse démontrent la complexité et la richesse du monde samouraï. Le rapport entre le samouraï et son arme emblématique, l'épée, est fondamental. L'épée n'est pas qu'un outil de combat, c'est une extension de l'âme du guerrier. Chaque sabre est fabriqué avec un savoir-faire minutieux, respectant des techniques ancestrales. Cette arme symbolise la pureté, l'honneur et la responsabilité. Le samouraï doit apprendre à vivre avec l'épée, à la comprendre et à la respecter. Ce lien intime renforce la discipline et la concentration nécessaires à la survie et à la victoire. L'environnement naturel joue également un rôle dans la formation des samouraïs. La diversité des paysages japonais, entre montagnes, forêts et rivières, forge un terrain idéal pour le développement de techniques guerrières variées. L'adaptation à ces conditions oblige les samouraïs à être polyvalents. Ils développent une connaissance profonde de la nature, utilisée pour la chasse, la survie et les embuscades. Cette relation avec la terre nourrit leur spiritualité et leur stratégie militaire. En parallèle à leur rôle militaire, les samouraïs sont aussi des agents culturels. Ils sont des mécènes des arts, de la poésie et du théâtre. Cette dimension culturelle complète leur image de guerriers raffinés et cultivés. L'apprentissage du calligraphie, des cérémonies du thé et de la littérature fait partie intégrante de leur éducation. Cette ouverture d'esprit contraste avec leur image brute et violente dans les récits populaires. Elle révèle une complexité humaine fascinante. La montée en puissance des samouraïs ne s'est pas faite sans tensions importantes. Les conflits internes, les luttes pour le pouvoir au sein même des clans contribuent à une instabilité constante. Ces tensions conduisent à des alliances fragiles et à des trahisons fréquentes. Cette réalité politique difficile oblige les samouraïs à développer non seulement des compétences martiales, mais aussi des capacités diplomatiques. Leur survie dépend parfois davantage de leur habileté à négocier que de leur prouesse au combat.
L'influence des religions aussi façonne le destin des samouraïs. Le bouddhisme zen, notamment, joue un rôle crucial dans leur formation mentale et spirituelle. Cette doctrine encourage la maîtrise de soi, la concentration et l'acceptation de la mort. Ces enseignements se marient parfaitement avec les exigences du Bushido. Ils permettent aux samouraïs d'affronter les dangers avec calme et détermination. Ce lien entre spiritualité et guerre reste une caractéristique majeure de la culture samouraï. À mesure que les samouraïs consolident leur pouvoir, ils transforment profondément la société japonaise. Ils instaurent une structure féodale avec des codes et des coutumes spécifiques. Leur présence impose un ordre rigoureux et une hiérarchie respectée. Cette organisation influence toutes les sphères de la vie quotidienne, de la justice à l'économie. Elle crée les conditions d'un régime qui perdurera plusieurs siècles et marquera profondément l'histoire du Japon. Cette ère de formation des samouraïs est riche d'enseignements et de paradoxes. Guerriers et administrateurs, hommes de guerre et de culture, ils incarnent une dualité fascinante. Leurs pratiques militaires évoluent main dans la main avec des valeurs éthiques en construction. Leur engagement se traduit par un code complexe, mêlant devoir, honneur et fidélité. C'est cette alchimie qui forge leur identité et prépare le terrain au grand destin que connaît le Japon féodal dans les siècles à venir. Alors que les siècles s'égrènent, le système mis en place par ces premiers samouraïs continue à évoluer. Des conflits majeurs, des alliances nouvelles et l'émergence de figures emblématiques marquent la transformation progressive de leur société. Ce processus aboutira à l'établissement du shogunat, un gouvernement militaire centralisé qui dominera le Japon pendant plusieurs générations. La transition entre ces phases souligne l'importance des racines établies durant cette période initiale. Ainsi, nous quittons cette première étape passionnante où les samouraïs se dessinent comme acteurs majeurs dans le Japon ancien. Leur histoire est en marche, nourrie par de nombreux enjeux politiques, sociaux et culturels. La prochaine phase de leur évolution révélera encore davantage les complexités et les défis de cette caste guerrière. Approfondir ces questions nous permettra de mieux comprendre comment la chevalerie japonaise est devenue une force incontournable du pays du soleil levant. Le Bushido, le code de l'honneur samouraï. Le Bushido est le fondement même de l'éthique samouraï. Un code qui dicte plus qu'un simple comportement, une véritable manière d'être. Né d'une nécessité pratique, il s'est transformé au fil des siècles en un ensemble de valeurs morales précises, guidé la vie des guerriers japonais avec rigueur et constance. Ce code, complexe et rigoureux, vise à maintenir l'équilibre entre devoir, honneur et humanité, une subtile alchimie entre force et compassion. Essentiellement, le Bushido repose sur 7 principes majeurs, même si leur interprétation peut varier légèrement selon les différentes époques et régions. Le premier est la loyauté, une fidélité absolue envers son seigneur, souvent considérée comme la pierre angulaire de la discipline samouraï. Cette loyauté exigeait une obéissance sans faille, parfois jusqu'au sacrifice de soi, reflétant l'importance d'une unité sociale forte. La loyauté chez un samouraï n'était pas seulement militaire, mais aussi un engagement moral profond, attestant de son intégrité. Le courage vient ensuite, pas simplement dans le sens physique, mais surtout le courage moral de se tenir à ses valeurs même face à la mort ou à la défaite. Un samouraï devait affronter les périls avec calme et détermination, refusant la peur qui pourrait corrompre son jugement. Ce courage était loué comme une vertu exemplaire par les textes anciens et les enseignants du Bushido. Il signifiait aussi être prêt à mourir avec honneur, plutôt que de vivre dans la honte. L'honnêteté et la sincérité sont également au cœur du Bushido. Un samouraï devait être franc dans ses paroles, juste dans ses actions et éviter toute forme de tromperie ou d'hypocrisie. Ces qualités renforçaient sa crédibilité et lui permettaient de vivre en harmonie avec autrui.
car les relations humaines reposaient largement sur la confiance et le respect mutuel. Un discours ou un acte engagé par un samouraï était une promesse inviolable. Un autre aspect fondamental est le respect envers les supérieurs, les égaux et même les ennemis. Ce respect s'inscrit dans une hiérarchie précise et un code d'étiquette complexifié qui servait à éviter le chaos. Il ne s'agissait pas d'une soumission aveugle, mais d'une reconnaissance de la place de chacun dans la société et la guerre. Cette valeur favorisait la discipline, indispensable au bon fonctionnement des armées et des provinces. La compassion, parfois méconnue chez ces guerriers redoutés, fait aussi partie du Bushido. Selon cette idée, servir le bien commun, protéger les faibles et faire preuve d'humanité sont essentiels. Ce principe tempérait la rigueur militaire par une dimension de justice sociale et morale souvent évoquée dans la littérature et les récits historiques. Pourtant, cet équilibre était difficile à maintenir face aux dures réalités du combat et des luttes de pouvoir. La maîtrise de soi est une autre pièce maîtresse. Un samouraï devait contrôler ses émotions pour agir efficacement et avec discernement. La colère, la peur ou la tristesse ne devaient jamais altérer sa capacité à prendre des décisions claires. Cette discipline intérieure se manifestait aussi dans la méditation et la pratique du zen, qui apportait calme et concentration. L'équilibre émotionnel était vital pour préserver la cohérence de ses actes dans les moments les plus cruciaux. Enfin, l'honneur, concept omniprésent, guide tous les autres principes du Bushido. L'honneur engageait toute la vie d'un guerrier, dans ses relations personnelles, ses obligations et sa réputation. Il était la base d'une existence pleine de sens et de dignité, même dans la mort. Ces 7 principes se retrouvent dans les textes écrits par des penseurs et samouraïs célèbres tels que Yamaga Sokoku au XVIIe siècle, ou plus tard Nitobe Inazo, qui popularisa le concept au début du XXe siècle. Malgré la diversité des interprétations, tous insistent sur une conduite guidée par une force intérieure claire, au service non d'un simple intérêt personnel, mais d'un idéal collectif et transcendant. Le Bushido est autant un chemin spirituel qu'une méthode militaire. Il faut comprendre que ce code ne s'appliquait pas uniquement dans les batailles, mais aussi dans la vie quotidienne des samouraïs. Leur comportement, leurs choix personnels, leur manière d'éduquer leurs enfants étaient imprégnés de ces valeurs. Le Bushido incarnait un modèle de comportement à suivre, un idéal social qui participait à la cohésion et à la stabilité du Japon féodal. Ce système structurant la société dans une époque marquée par des conflits incessants. Cette rigueur morale a permis aux samouraïs de devenir des figures respectées, parfois redoutées dans l'histoire japonaise. Leur prestige reposait autant sur leur force au combat que sur leur exemplarité dans la conduite. Pourtant, avec le temps, ces valeurs se heurtèrent à des réalités plus pragmatiques et parfois corrompues, questionnant la pureté même du Bushido. Cette tension entre idéalisme et pratique sur le terrain enrichit considérablement la compréhension du rôle des samouraïs. Au fur et à mesure que le Japon entra dans la paix prolongée de la période Edo, le numéro de guerre des Seikei samouraïs diminua, mais la place du Bushido dans leur culture resta centrale. Ils devinrent souvent des bureaucrates, mais le code moral continuait de guider leurs actions. Cela permit une certaine continuité historique pour le Bushido, qui s'adapta progressivement à des contextes différents, reflétant un phénomène culturel et social d'une grande richesse. Ainsi, le Bushido n'est pas seulement un texte ancien, mais un héritage vivace, évoqué encore aujourd'hui dans la culture japonaise contemporaine. Que ce soit dans les arts martiaux modernes, la littérature ou le cinéma, les principes de ce code sont réinterprétés et remis en lumière, témoignant de leur puissance symbolique. Ce legs historique inspire toujours des réflexions profondes sur la morale, la discipline et l'essence de l'honneur humain. Dans les récits traditionnels, des figures comme Miyamoto Musashi illustrent parfaitement cette philosophie.
Guerrier et penseur, Musashi incarna une maîtrise totale de soi et une compréhension aiguë des codes de sa classe. Ses écrits sur la stratégie et le Bushido continuent d'être étudiés dans le monde entier, montrant l'universalité et la pertinence de ses enseignements anciens malgré les siècles écoulés. Son parcours offre un exemple concret des idéaux et du défi que représentait le Bushido. En somme, le Bushido demeure une composante essentielle pour comprendre l'histoire et la culture du Japon féodal. Il éclaire les motivations profondes des samouraïs, leur choix de vie, ainsi que les raisons de leur prestigieuse place dans la mémoire collective. Dans les prochaines analyses, nous explorerons comment ces principes ont été testés par les nombreux bouleversements politiques et sociaux, menant au déclin progressif de cette époque fascinante. L'armement et l'équipement des Seikyohaka samouraïs. Les samouraïs, guerriers émérites du Japon féodal, étaient avant tout reconnus pour leur panoplie d'armements et d'équipements, chacun chargé d'une symbolique profonde et conçu pour optimiser leur capacité au combat. Parmi les armes les plus emblématiques, le katana occupe une place de choix. Sa lame courbe et aiguisée était le fruit d'un savoir-faire artisanal minutieux, combinant solidité et finesse. Forgé à partir de plusieurs couches d'acier plié, ce sabre possédait une résistance exceptionnelle et un tranchant redoutable, capable de trancher la chair et même certaines armures. Le katana ne servait pas uniquement à la bataille, mais représentait également l'âme du samouraï, un prolongement de son esprit et de son code d'honneur. La manière de manier le katana exigeait des années d'entraînement rigoureux, mettant au défi la précision et la rapidité du combattant. En complément du katana, les samouraïs portèrent parfois un wakizashi, un sabre court qui permettait une défense rapprochée. Ensemble, ces deux armes étaient connues sous le nom de daisho, signifiant littéralement grand et petit, symbolisant le statut social du guerrier et son aptitude à combattre dans diverses situations. Au-delà des sabres, le yumi, un arc japonais, occupait aussi une place importante. Utilisé depuis la période des Heian, cet arc composite en bambou, bois et cuir pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de hauteur, offrant une portée impressionnante. Le tir à l'arc exigeait une maîtrise parfaite de la respiration et de la posture, compétences essentielles lors des batailles rangées. La protection des samouraïs était assurée par une armure complexe, appelée yoroi ou domaru, évoluant selon les époques pour s'adapter aux nouvelles tactiques et à l'arrivée des armes à feu au XVIe siècle. Fabriquées à partir de plaques de métal, de cuir laqué et de soie, ces armures offraient un équilibre entre mobilité et défense. Elles étaient conçues pour protéger tout le corps, y compris le visage via un mempo, un masque souvent orné, capable d'inspirer la peur à l'ennemi. Ces masques protégeaient aussi contre les blessures et les éléments, souvent représentés avec des motifs démoniaques ou animaliers pour renforcer le caractère intimidant du guerrier. Chaque élément de leur équipement portait une signification symbolique et sociale forte. Le cordon qui fixait le katana à la ceinture, la couleur des armures, les insignes et les blasons indiquaient l'allégeance à un seigneur ou à un clan. Parfois, un simple motif pouvait raconter une histoire entière sur les exploits du porteur ou sur sa famille. Ces détails avaient aussi pour but de distinguer les samouraïs les uns des autres sur le champ de bataille. Véritable chaos où la reconnaissance visuelle était vitale. En plus de leur équipement de combat, les samouraïs avaient également des objets personnels liés à leur culture martiale et spirituelle. Le kozuka, un petit couteau inséré dans le fourreau du sabre, servait pour des usages quotidiens ou des combats rapprochés. Le tessen, un éventail métallique, pouvait être utilisé comme arme surprise ou pour diriger les troupes. Ces accessoires démontraient la polyvalence et la ruse des samouraïs, prêts à toutes les éventualités. L'entretien de ces armes et armures était une part essentielle de leur art.
Le katana nécessitait un polissage régulier pour maintenir son tranchant et prévenir la rouille. Un processus qui relevait souvent de rituels presque sacrés. Le soin porté à ces objets reflétait le respect indéfectible que les samouraïs avaient pour leur outil de travail, mais aussi pour leur propre existence. Des forgerons et armuriers spécialisés géraient la fabrication et la maintenance de ces équipements, perpétuant des techniques ancestrales précieuses. L'importance des armes des samouraïs ne résidait pas uniquement dans leur aspect pratique. Elles étaient aussi des symboles de statut, de pouvoir et d'identité. Dans certaines cérémonies, le katana se transmettait de père en fils en tant que trésor familial, portant avec lui les valeurs du Bushido, le code d'honneur de ces guerriers. Perdant cette arme, un samouraï risquait la honte et la perte de son honneur, ce qui illustre l'intensité du lien qui unissait l'homme à son sabre. Avec le temps, l'évolution des relations politiques et militaires modifia la nature de l'armement samouraï. L'introduction des armes à feu européennes au Japon au XVIe siècle bouleversa bien des certitudes. Les lourdes armures devinrent moins efficaces contre les mousquets et canons, conduisant à des ajustements dans la conception des protections et à l'intégration de nouvelles techniques de combat. Ces changements affectèrent également la tradition martiale, introduisant une nouvelle ère où les armes blanches perdaient peu à peu leur primauté. Les samouraïs durent ainsi s'adapter, tout en restant fidèles à leurs principes fondamentaux. Certains intégraient les mousquets avec une discipline exemplaire, notamment les troupes d'Ashigaru, les fantassins sous le commandement des seigneurs de guerre. Pourtant, malgré cette modernisation partielle, le symbolisme du katana persista et continua d'incarner l'esprit samouraï bien après la fin de l'époque féodale. À travers leurs armes et équipements, les samouraïs révèlent une facette essentielle de leur personnalité. L'alliance entre l'artisanat de précision et la recherche constante de l'efficacité martiale, entre la fonction utilitaire et la dimension spirituelle. Cette double nature participe à la fascination durable qu'ils exercent encore aujourd'hui, bien au-delà des champs de bataille. La maîtrise du sabre et la qualité de l'armure traduisent non seulement une compétence technique, mais aussi un idéal de vie rigoureux et exigeant. Tout en comprenant la richesse et la complexité de leur arsenal, on saisit mieux comment ces guerriers se distinguaient dans la hiérarchie militaire et sociale de leur temps. Leur visage, souvent caché derrière la visière d'un masque effrayant, reste le symbole d'une époque révolue où l'honneur et la discipline régissaient chaque geste. Ce passé se transmet à travers les récits et les objets, témoins silencieux de courage et de dévouement. Ainsi, l'étude de l'armement et de l'équipement des samouraïs ouvre une fenêtre captivante sur la culture japonaise médiévale. Analyser les détails techniques et symboliques permet de comprendre la complexité de leur monde et la nature de leur héritage. Cette exploration invite à plonger plus profondément dans les épisodes suivants, où l'histoire des samouraïs se dévoilera sous d'autres aspects essentiels. Continuons donc notre voyage au cœur de cette civilisation fascinante. La formation et les techniques de combat. La formation des samouraïs commençait dès l'enfance dans un environnement strict et discipliné. Ces jeunes garçons étaient élevés dans l'idée que la maîtrise du corps et de l'esprit était essentielle pour devenir un guerrier honorable. L'enseignement incluait des exercices physiques rigoureux visant à développer l'endurance, la force et la coordination. Chaque mouvement devait être répété des centaines de fois jusqu'à atteindre la perfection, car la moindre erreur pouvait être fatale lors du combat. Les techniques d'escrime occupaient une place centrale dans l'entraînement. Le maniement du katana, épée emblématique des samouraïs, était appris avec une précision extrême. L'école d'escrime de certains maîtres, comme celle du célèbre Miyamoto Musashi, enseignait non seulement les coups directs, mais aussi les stratégies d'attaque et de défense adaptées à diverses situations. Les samouraïs devaient savoir utiliser aussi bien la taille que les stocks avec efficacité, et leur habileté à guider le sabre était un reflet de leur discipline intérieure. Parallèlement à l'escrime,
Le tir à l'arc, ou kyudo, représentait une autre facette essentielle de leur formation. Contrairement à l'image moderne du simple tir, le kyudo dans la tradition des samouraïs était un art impliquant concentration et méditation. L'acte de viser était considéré comme un dialogue entre l'archer et sa cible, un moment où l'esprit devait être parfaitement calme. Les compétitions d'arc permettaient d'affiner cette capacité, mais aussi de montrer le prestige et l'honneur du guerrier. La formation ne se limitait pas aux compétences individuelles. Les samouraïs apprenaient des tactiques de bataille complexes destinées à coordonner les mouvements de groupe lors des affrontements. Ils étudiaient des manœuvres telles que les embuscades, les formations en carré ou en ligne, qui servaient à maximiser leur efficacité sur le champ de bataille. Certaines écoles militaires mettaient l'accent sur l'importance de la communication non verbale entre les soldats pour ne pas révéler leurs intentions à l'ennemi. Cette subtilité stratégique était un facteur décisif dans de nombreux conflits. Dès cette époque, on observait aussi la pratique du kenjutsu, un ensemble de techniques spécifiques pour le combat au sabre. Chaque école déclina cet art selon son propre style, mettant en avant soit la rapidité, soit la puissance, soit la ruse. Par exemple, l'école Yagyu Shinkageryu, fondée au XVIe siècle, enseignait que la véritable maîtrise du sabre requérait l'adaptation constante à l'adversaire, ainsi que le contrôle des émotions pour ne pas perdre son sang-froid en duel. Cet équilibre entre technique et psychologie était au cœur de l'enseignement samouraï. Les samouraïs devaient également maîtriser la lance, ou yari, une arme très répandue sur les champs de bataille. Sa portée plus longue que celle du sabre permettait de frapper l'ennemi avant qu'il ne s'approche. L'entraînement à la lance incluait des exercices pour apprendre à charger ensemble efficacement et percer les lignes adverses. Cette arme, souvent négligée dans certaines représentations populaires, jouait un rôle crucial dans la tactique militaire des clans. Une équipe bien coordonnée avec des lances pouvait changer le cours d'une bataille. Outre les armes, la condition physique générale du samouraï était entretenue par des exercices variés. La course, la natation et même le saut étaient pratiqués pour améliorer la résistance musculaire. La méditation zen, bien qu'apparemment éloignée du combat, faisait partie intégrante de cette préparation, car elle permettait de calmer l'esprit face à la violence et au chaos de la guerre. Cette philosophie d'harmonie intérieure avait pour effet de renforcer la concentration durant les entraînements et les affrontements. Parmi les figures marquantes de cette époque, le jeune Saburo se distinguait par sa soif d'apprendre. Issu d'une famille modeste, il rêvait de devenir un samouraï respecté. Chaque matin, il suivait les leçons du maître d'armes avec assiduité, répétant inlassablement les mouvements jusqu'à l'épuisement. Son évolution rapide lui valut l'attention des instructeurs, qui louaient sa persévérance et son calme. Saburo symbolisait le passage difficile de l'enfance à la vie d'adulte dans ce milieu rigoriste. Les armes blanches ne suffisaient pas toujours dans un combat moderne. Ainsi, les samouraïs se formaient aussi à la guerre d'assaut avec armes à feu apparues dans l'archipel à partir du XVe siècle. Bien que le sabre restât leur arme de prédilection, ils apprenaient à manier les mousquets et les fusils traditionnels. Cette adaptation aux nouveautés technologiques marquait une étape importante, illustrant leur capacité à évoluer sans renier leurs valeurs anciennes. La discipline militaire imposait également un code strict concernant le comportement hors du champ de bataille. Le respect du seigneur, la loyauté envers le clan, mais aussi l'humilité personnelle faisaient partie des enseignements quotidiens. Lors des exercices, les samouraïs apprenaient à recevoir et à donner des ordres avec calme et autorité, qualité indispensable pour que la troupe conserve sa cohésion en situation de stress. Le sens du devoir primordial structurait ainsi leur vie entière. L'art du sabre ne se limitait pas à la simple technique de combat. De nombreux samouraïs consacraient du temps à la fabrication et à l'entretien de leur katana. Conscients qu'une arme bien réalisée et soignée
pouvait faire la différence puisque chaque lame était unique. Le travail du forgeron sur le métal, avec des couches successives et un polissage minutieux, symbolisait la quête de perfection qui traversait toute la culture des guerriers. Ce respect pour l'outil était aussi une marque de leur manière d'envisager l'art du combat. Les duels entre samouraïs, pratique courante pour établir la hiérarchie, exigeaient une préparation physique intense, mais aussi une maîtrise de l'esprit. Dans ces affrontements parfois mortels, chaque mouvement devait être anticipé, les gestes rapides et précis. La tension qui régnait était palpable, car la défaite pouvait entraîner la perte d'honneur, ou pire. Pourtant, au-delà de la violence apparente, ces duels étaient aussi une forme de dialogue silencieux, où l'habileté technique s'exprimait pleinement. Au fil du temps, différentes écoles de combat se sont développées, chacune proposant une vision particulière du rôle du guerrier. Certaines prônaient un combat rapide et mortel, d'autres la patience et la défense. Parmi elles, l'école Aikijutsu enseignait à utiliser la force de l'adversaire contre lui, afin de neutraliser toute attaque tout en réduisant les dégâts. Cette diversité de styles illustrait la richesse culturelle du Japon féodal et une compréhension profonde du combat. Le tir à l'arc ne se limitait pas à une compétence individuelle. Lors des guerres, les archers formaient souvent des unités organisées qui pouvaient fournir un appui à distance précieux. Ils étaient capables de tirer de grandes distances avec précision lors des charges de cavalerie ou pour défendre les châteaux. L'habileté et la rapidité étaient des facteurs de succès dans ces engagements, où quelques flèches bien placées pouvaient inverser le sort d'une bataille. La formation des samouraïs comprenait aussi des enseignements sur la survie en milieu naturel. Connaître le terrain, s'organiser pour se nourrir, construire un abri ainsi que se déplacer discrètement faisaient partie des compétences essentielles. Ces savoir-faire permettaient de mener des campagnes longues loin de leur base, que ce soit pour des sièges ou des missions d'espionnage. Ainsi, le samouraï n'était pas seulement un combattant, mais aussi un expert de la guerre dans toutes ses dimensions. Les armes blanches utilisées par les samouraïs ne se limitaient pas au katana. On compte aussi le tanto, un petit poignard plus maniable souvent utilisé dans les combats rapprochés. Le sabre court, wakizashi, servait à la fois en combat comme en symbole du statut social. Ces armes secondaires complétaient le panel d'outils avec lesquels chaque guerrier devait être à l'aise. Leur usage nécessitait une formation spécifique, car leur maniement différait du sabre long. Par exemple, le jeune Saburo se rendit vite compte que la maîtrise du sabre long ne suffisait pas pour survivre dans certaines situations, où le combat se faisait dans des espaces restreints. Il consacra donc beaucoup de temps à pratiquer avec le wakizashi et le tanto, affinant ses gestes avec patience. Ce choix lui permit de gagner en souplesse et en rapidité, qualité indispensable lors des missions d'infiltration ou des escarmouches. L'aspect mental de la formation n'était pas négligé. Le concept de Bushido, ou code du guerrier, enseignait que le courage, la loyauté et la sincérité étaient autant d'armes invisibles. Cultiver cette morale rigidement imposée préparait les jeunes guerriers à affronter non seulement leurs ennemis, mais aussi leurs propres peurs. Un samouraï devait être capable d'accepter la mort sans faiblir, ce qui demandait un travail psychologique approfondi. Les samouraïs pratiquaient également des exercices d'équitation, car la guerre à cheval dominait beaucoup de combats. Apprendre à contrôler son cheval rapidement tout en lançant des attaques ou en esquivant les coups exigeait une grande coordination. Les entraînements équestres étaient renforcés par la pratique de la lance et de l'arc, armes particulièrement efficaces depuis le dos d'un cheval. Cette polyvalence rendait le samouraï adaptable à divers types d'affrontements. L'observation des maîtres d'armes sur le terrain permettait aux novices de comprendre l'application concrète des techniques enseignées. Les démonstrations, souvent impressionnantes, mettaient en scène des enchaînements précis. Ces spectacles servaient aussi à motiver les apprentis et à renforcer leur volonté de progresser. La transmission orale des savoirs
complétaient ainsi les exercices pratiques, assurant qu'aucune habitude nocive ne s'installe. À mesure que Saburo forgeait son corps et son esprit, il comprenait que l'art du combat dépassait la simple confrontation physique. C'était une quête constante d'amélioration personnelle, nécessitant patience, humilité et rigueur. Chaque journée d'entraînement était un pas vers une harmonie intérieure, une connexion avec la discipline qui définissait l'existence du samouraï. Il s'appliquait à méditer sur ses erreurs et à célébrer les progrès, sachant que son parcours ne s'arrêtait jamais réellement. Le maniement des différentes armes, qu'elles fussent traditionnelles ou nouvelles, exigeait une grande adaptabilité. Les techniques de combat évoluaient selon les besoins du moment, en fonction des ennemis rencontrés et des innovations militaires. Cette capacité d'évolution sans trahir les principes fondamentaux constituait un trait essentiel qui permit aux samouraïs de demeurer une force redoutable pendant des siècles. Leur enseignement mêlait ainsi ancien et moderne avec intelligence. La spécialisation des guerriers dans certaines disciplines renforçait la stratégie globale des armées. Des experts du tir, des maîtres du sabre ou des tacticiens de la lance pouvaient se compléter lors des batailles. Cette organisation complexe nécessitait une connaissance approfondie de chaque rôle et un respect mutuel entre les combattants. La performance collective reposait sur l'excellence individuelle et sur une coordination parfaite, fruit de longues heures d'entraînement intensif. Si la discipline corporelle était visible, la discipline spirituelle se traduisait par une éthique implacable dans la conduite des samouraïs. Le respect des règles fixées par la classe guerrière renforçait la confiance entre les membres du clan. Par ailleurs, le soutien du maître d'armes jouait un rôle crucial pour encourager les élèves à surmonter leurs limites. Cette relation empreinte de rigueur et d'affection était souvent évoquée comme un pilier fondamental de leur formation. Le système d'apprentissage ponctué d'examens pratiques permettait de mesurer les progrès. Chaque étape validée rapprochait l'élève du rang de samouraï accompli, accessible seulement à ceux qui faisaient preuve d'une maîtrise complète. Ce processus long et rigoureux pouvait durer plusieurs années, témoignant de la complexité de ce métier de guerrier. La quête de perfection n'était jamais achevée, reflétant un idéal qui dépassait la simple victoire militaire. Nous venons de découvrir ensemble la profondeur et la complexité de la formation des samouraïs. Leur entraînement, mêlant technique d'armes, tactique de combat et préparation mentale, illustre une discipline hors du commun. Pourtant, cette maîtrise rigoureuse devait bientôt faire face aux bouleversements profonds du Japon féodal. Dans la prochaine histoire, nous explorerons la manière dont ces guerriers d'élite firent face aux transformations majeures qui allaient précipiter le déclin du système féodal. Le rôle des samouraïs dans la société féodale. Les samouraïs étaient souvent propriétaires terriens, mais leur richesse provenait principalement de leur stipend, versé en fonction du rang et des services rendus. Cette société rigide imposait des devoirs stricts, mais procura aussi des privilèges rares face aux paysans et autres classes inférieures. Leur relation avec les paysans était à la fois de domination et de dépendance, car ils avaient besoin de la main-d'œuvre pour assurer la production alimentaire, tandis que les paysans bénéficiaient parfois d'une certaine protection militaire. Au cœur des provinces, les samouraïs jouaient un rôle de gouverneurs locaux, appliquant les lois du seigneur et organisant la défense face aux menaces extérieures ou aux conflits internes. Leur autorité n'était pas seulement fondée sur la violence, mais également sur des qualités discursives et administratives, certains devenant de véritables gestionnaires. Par ailleurs, leur formation précoce en arts martiaux et en éthique du Bushido les façonnait à être non seulement des combattants, mais des modèles de discipline morale. Leur influence dans la gouvernance locale s'étendait à la collecte d'impôts, la résolution des conflits et l'encadrement des populations. Les samouraïs étaient souvent chargés de veiller à la sécurité des routes et des marchés, jouant un rôle crucial dans le développement économique des domaines. Leur statut permettait aussi d'exercer un contrôle social rigoureux,
réprimant toute insurrection ou désordre qui pourrait menacer la paix fragile instaurée par les seigneurs. On peut citer plusieurs figures emblématiques qui illustrent cette complexité. Par exemple, Miyamoto Musashi, célèbre pour son habileté au sabre mais aussi pour ses écrits stratégiques, incarne cette double vocation du guerrier philosophe. À l'autre extrémité, des samouraïs anonymes au service des petites seigneuries travaillaient dans l'ombre, remplissant des tâches administratives précises et assurant le lien entre la puissance centrale et les villageois. La relation entre les samouraïs et leurs seigneurs reposait sur un pacte mutuel, mais également délicat. Les daimyos dépendaient d'une armée fidèle pour imposer leur autorité et défendre leur domaine, tandis que les guerriers obtenaient sécurité et revenus. Cette alliance fut parfois mise à rude épreuve lors des périodes de troubles quand des clans rivaux luttaient pour le pouvoir, illustrant la fragilité du système féodal malgré son apparente rigidité. Le système féodal japonais s'est appuyé sur cette hiérarchie bien définie. Le shogun détenait le pouvoir suprême, désignant les daimyos responsables de vastes territoires, et ces derniers commanditaient leurs samouraïs. Cette structure pyramidale garantissait un contrôle efficace, mais aussi une guerre constante pour le rang et la faveur, qui pouvait inverser les alliances. En temps de paix, cependant, les samouraïs adaptaient leur rôle, s'intéressant à la gestion administrative et culturelle. Au fil des siècles, leur posture évolua. Passant progressivement du rôle de combattant sur le champ de bataille à celui de bureaucrate, ils devinrent des modèles de la culture japonaise. Leur éducation se développait autour de la calligraphie, la poésie et la philosophie chinoise, soulignant leur rôle dans la transmission des valeurs. Pourtant, cette transformation interne reflétait aussi une perte progressive de leurs fonctions guerrières précieuses. Le contact avec le monde extérieur bouleversa encore davantage cette dynamique. Dès le XVIe siècle, l'arrivée des Européens introduisit non seulement de nouvelles armes et techniques, mais aussi des idées étrangères. Certains samouraïs adoptèrent les armes à feu, tandis que d'autres restèrent attachés à l'art ancestral du sabre, incarnant les tensions entre tradition et modernité au sein même de leur caste. La relation entre samouraïs et paysans restait ambivalente. Les paysans devaient verser l'impôt sous forme de riz, garantissant la subsistance des guerriers, mais ils se retrouvaient souvent sous une pression fiscale intense. Dans certains cas, des révoltes éclataient lorsque l'exploitation devenait trop lourde. Malgré tout, les samouraïs pouvaient intervenir comme médiateurs ou protecteurs en cas de catastrophe naturelle ou d'injustice locale, renforçant leur rôle complexe dans la communauté. La dimension spirituelle prenait aussi une grande importance. Le Bushido, ou code du guerrier, dictait non seulement les devoirs militaires, mais aussi le comportement social. Le respect de l'honneur, la loyauté sans faille, la maîtrise de soi et la volonté d'abnégation guidaient les samouraïs dans toutes leurs actions. Ce code imprégnait leur vie quotidienne, influençant la manière dont ils percevaient le pouvoir et leur existence. Le déclin des samouraïs commença véritablement avec la fin de l'ère Sengoku et l'unification du Japon sous Tokugawa Ieyasu. Ce dernier instaura une paix durable qui rendait inutile une classe guerrière armée à demeure. La centralisation du pouvoir et la paix prolongée provoquèrent une redéfinition des fonctions. Certains samouraïs devenant fonctionnaires, tandis que d'autres perdèrent leur statut et leurs revenus. Cette transformation ne se fit pas sans heurts. Nombreux étaient ceux qui voyaient leur identité et raison d'être s'effacer avec la disparition des batailles. Dans certains domaines, des samouraïs sans terre ni revenus se retrouvèrent dans la misère, s'adaptant difficilement à une société en mutation rapide. Cette réalité souligna l'ambiguïté de leur position entre prestige passé et obsolescence présente. Malgré ces difficultés, l'image du samouraï continua d'influencer la société japonaise jusqu'à nos jours. Leur code moral dépasse la simple figure militaire pour incarner une éthique de vie respectée et enseignée. Leur héritage culturel imprègne la littérature,
le cinéma et même la politique, témoignant de leur impact durable. Pour conclure, les samouraïs furent bien plus que des guerriers. Ils furent l'épine dorsale de la société féodale japonaise, assurant la stabilité politique, militaire et économique. Leur relation avec les seigneurs, paysans et le pouvoir central dessinait un équilibre fragile, parfois contesté, mais fondamental. Comprendre leur rôle permet d'apprécier la complexité et la richesse du Japon ancien. Ainsi, leur histoire nous conduit naturellement à explorer comment cette caste, si puissante autrefois, traversa le temps et fit face à son déclin avec l'avènement de nouvelles énergies et transformations politiques dans la société japonaise, dans la suite de ce récit avant le sommeil. La vie quotidienne d'un samouraï. Après cet entretien, venait l'étude des arts martiaux. Le maniement du katana occupait une place essentielle, mais l'entraînement comprenait également le tir à l'arc, le jujutsu et la méditation zen. Ces disciplines renforçaient non seulement ses capacités physiques, mais aussi sa maîtrise émotionnelle. Dans cette quête d'équilibre, le samouraï cultivait la patience et la concentration nécessaires pour affronter l'adversité avec calme. En parallèle, l'éducateur ou sensei transmettèrent des leçons de calligraphie et de poésie. Ces savoir-faire, souvent considérés comme éloignés du combat, étaient en réalité fondamentaux. Ils développaient la finesse de l'esprit et la sensibilité artistique, contribuant à former un guerrier complet capable de réfléchir avant d'agir et d'apprécier la beauté du monde. Les devoirs envers la famille occupaient aussi une grande part des journées. La plupart des samouraïs vivaient dans des domaines ruraux administrés par leur clan. Ils étaient responsables du bien-être de leurs proches, assurant la sécurité des villageois et préservant la paix locale. La gestion des terres, la collecte des impôts et la résolution des conflits faisaient partie intégrante de leur mission, conférant à leur rôle une dimension politique et sociale importante. Lorsqu'il s'agissait de loisirs, le samouraï aimait s'adonner à la musique traditionnelle. Le shamisen et le koto, instruments à cordes, étaient fréquemment joués lors de soirées calmes. Ces moments de détente permettaient de dissiper le stress accumulé par les responsabilités multiples. De même, les cérémonies du thé, précises et codifiées, favorisaient un temps de partage et de contemplation, renforçant les liens entre les membres du clan. Les repas reflétaient une alimentation simple mais équilibrée. Le riz constituait l'aliment principal, accompagné de légumes de saison et parfois de poissons ou de petites quantités de viande. La modération était de mise, reflétant la discipline qui imprégnait chaque aspect de la vie samouraï. Cette sobriété alimentaire contribuait à une santé robuste, indispensable pour un guerrier toujours prêt à agir. Quant à la tenue vestimentaire, en dehors du champ de bataille, le samouraï portait le kimono, soigneusement choisi selon les occasions et la saison. La tenue traduisait l'appartenance sociale et le respect des traditions. Le hakama, pantalon large et plissé, symbolisait la dignité et facilitait les mouvements. Chaque pièce de l'habit portait une signification forte et participait à l'image d'un guerrier imprégné des valeurs ancestrales. Les relations au sein de la famille suivaient un schéma rigide. Le chef de famille, souvent le père, détenait l'autorité suprême. Les enfants étaient élevés dans la discipline, avec une importance particulière accordée à l'éducation morale. Le respect envers les aînés et les ancêtres s'exprimait par des rituels quotidiens, marquant la continuité entre les générations. Ces liens familiaux solidifiaient l'identité du samouraï, enraciné dans la tradition. Pour se préparer aux éventuelles menaces, les samouraïs ne cessaient jamais de pratiquer le bushido, le code d'honneur qui régulait leurs actions. Cette philosophie exigeait courage, loyauté et intégrité absolue. Même dans la vie ordinaire, chaque décision devait refléter ces principes. Ce mode de vie rigoureux forgeait un caractère fort, capable de faire face à la mort sans trembler. La nuit venue,
les veillées étaient propices à l'enseignement et au partage. Les anciens racontaient des histoires de batailles glorieuses, transmettant sagesse et leçons. Dans l'intimité du foyer, la présence des femmes alliées à celle des enfants créait une atmosphère de stabilité. Ces instants permettaient au samouraï de se recentrer avant de retrouver le repos, lui assurant un équilibre nécessaire pour le lendemain. Ainsi, la routine du samouraï était un mélange harmonieux de discipline sévère, d'épanouissement intellectuel et d'attachement profond à la communauté. Son existence dépassait largement l'image du guerrier solitaire sur le champ de bataille. C'était un homme enraciné dans ses traditions, dédié à la protection de ses proches et au maintien de la paix. Ce mode de vie, à la fois exigeant et riche de sens, dessinait le portrait d'une figure essentielle dans le Japon féodal. Ce quotidien façonnait non seulement son habileté martiale, mais aussi son humanité. Derrière l'armure et le sabre, le samouraï pouvait ainsi cultiver la sagesse, la loyauté et la compassion. Ces valeurs permettaient à la fois de préserver l'honneur et d'assurer la pérennité de sa lignée, au-delà des conflits et des guerres. La vie d'un samouraï possédait cette complexité qui fascinait et inspirait. En regardant au-delà du simple guerrier, on découvrait un homme engagé dans une quête constante d'équilibre entre force et douceur. Cette dualité, au cœur de la culture samouraï, éclairait chaque action et chaque choix. C'est ce mélange unique qui fait encore aujourd'hui la richesse de cette figure historique, symbolisant bien plus qu'une simple époque. Alors que le jour s'achève et que le calme envahit la maison, le samouraï s'apprêtait à aborder la prochaine phase de sa vie quotidienne. Demain, il aurait peut-être à agir, défendre son honneur ou protéger son clan. Mais ce moment nocturne lui appartenait, celui du repos mérité et de la préparation intérieure. C'est ainsi que se terminait une journée typique, avec la promesse d'un lendemain toujours à écrire. De cette manière, se dévoilait lentement la vie d'un samouraï hors du tumulte des combats. Une existence faite de routines rigoureuses et de moments précieux. L'exploration de cette vie paisible préparait à comprendre plus profondément les dynamiques qui allaient façonner le crépuscule de cette ère. Nous nous tournerons bientôt vers ces événements marquants qui annoncèrent le déclin inévitable des samouraïs dans le Japon féodal. Les grandes batailles et conflits célèbres. Les conflits marquants de l'histoire japonaise offrent un panorama saisissant où les samouraïs, ces guerriers emblématiques, jouèrent des rôles cruciaux. Leur participation dans ces batailles révèle non seulement leur habileté au combat, mais aussi leur influence sur le destin politique du Japon. Dès le XIIe siècle, les affrontements entre clans se multiplièrent, façonnant la société féodale et consolidant le pouvoir des shoguns. Parmi ces confrontations, la bataille de Dan-no-ura en l'an 1185 demeure un épisode décisif. Ce combat naval opposa les forces du clan Taira à celles du clan Minamoto dans la baie stratégique du même nom. La défaite des Taira marqua la fin de leur domination et l'ascension des Minamoto, donnant le pouvoir à Minamoto no Yoritomo, futur premier shogun du Japon. Au cours de cet affrontement, la stratégie fut déterminante. Les Minamoto utilisèrent des manœuvres habiles, exploitant les courants marins et surprenant leurs ennemis. Ce succès inaugura le shogunat Kamakura, premier gouvernement militaire du Japon, où les samouraïs instaurèrent un code d'honneur strict, le Bushido. Ce code régissait leur conduite, valorisant la loyauté, le courage et la maîtrise du sabre. Les samouraïs étaient ainsi à la fois des guerriers et des figures morales, essentielles à la stabilité du nouvel ordre féodal. Quelques décennies plus tard, dans la seconde moitié du XVe siècle, la guerre d'Onin bouleversa la région du Kansai. Ce conflit majeur opposa différentes factions de samouraïs et marqua le début de l'ère Sengoku, période caractérisée par des luttes incessantes entre seigneurs rivaux. L'effondrement du pouvoir central impérial permit à des généraux ambitieux de conquérir territoire et influence.
Des figures telles que Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu émergèrent comme chefs militaires déterminants, capables de reconfigurer le paysage politique du pays. Oda Nobunaga, notamment, se distingua par son utilisation innovante des mousquets et ses tactiques audacieuses. Son siège d'Inabayama en 1565 illustra son génie militaire. Il réussit à défaire des forces supérieures grâce à la surprise et à la coordination, redéfinissant les normes de la guerre à cette époque. Sous sa direction, les samouraïs ne furent plus seulement des épéistes, mais intégrèrent de nouvelles armes à feu dans leur arsenal, modernisant ainsi leurs méthodes et accroissant leur efficacité. Le rôle de Toyotomi Hideyoshi fut ensuite crucial pour unifier le Japon. Son ascension, née d'une origine modeste, incarne une dynamique sociale exceptionnelle. Après avoir servi Nobunaga, il poursuivit la conquête du pays avec une discipline et une stratégie précises. La bataille de Shizugatake en 1569 fut un tournant. Face aux adversaires du clan Oda, Hideyoshi démontra une capacité tactique remarquable en faveur d'une victoire décisive. Son administration favorisa également la codification du statut social des samouraïs et une organisation rigoureuse des terres, consolidant la paix relative qui suivit. Tokugawa Ieyasu, quant à lui, scella l'ère des guerres civiles, avec la bataille de Sekigahara en 1598. Cette grande confrontation opposa les partisans de Ieyasu à une coalition d'autres seigneurs, marquant la victoire la plus significative de l'histoire féodale japonaise. Celle-ci ouvrit la voie à l'établissement du shogunat Tokugawa, qui dura plus de 2 siècles. Ieyasu sut équilibrer fermeté et diplomatie, en distribuant des terres à ses alliés et en instaurant un système de gouvernement où les samouraïs tenaient les rênes du pouvoir local. Cette époque vit aussi des innovations dans l'armement et la stratégie militaire. Les samouraïs perfectionnèrent l'art du combat rapproché avec le katana, tout en adaptant l'utilisation des armes à feu importées d'Europe. Les champs de bataille devinrent des espaces où se mêlaient tradition et modernité, honneur et pragmatisme. Les seigneurs de guerre investissaient dans la construction de châteaux forts, symboles de leur pouvoir, protégés par des murailles impressionnantes et dotés de dispositifs ingénieux pour repousser les assaillants. En parallèle, ces conflits eurent des conséquences profondes sur la société japonaise. La guerre obligea à une stricte hiérarchisation et à la centralisation des domaines féodaux, renforçant la place des samouraïs en tant que classe dirigeante et gardienne de l'ordre. La formation militaire s'étendit également, incluant non seulement la maîtrise des armes, mais aussi des qualités telles que l'endurance, la discipline et la stratégie. Cette préparation rigoureuse permit aux généraux de déployer des campagnes efficaces, où le moindre détail pouvait faire basculer le sort d'une bataille. L'implication des samouraïs dans ces grands conflits illustre ainsi un rôle à la fois militaire, politique et social essentiel. Leur code d'honneur influençait non seulement leur comportement individuel, mais guidait également la politique des clans et la gestion des territoires conquis. Les alliances changeantes, les trahisons et les réconciliations ponctuaient ces combats, façonnant l'histoire du Japon d'une époque où la guerre déterminait la survie et la croissance des familles les plus puissantes. Enfin, la période des grands conflits se conclut avec une pacification imposée par le shogunat Tokugawa au début du XVIIe siècle. Cette paix, appelée Pax Tokugawa, réduisit considérablement les batailles et transforma la fonction des samouraïs. Leur rôle militaire diminua, tandis que leur position sociale fut intégrée dans un ordre stable mais rigide, où la guerre fit place à la politique et à l'administration. Cette transition marqua le déclin progressif de l'ère féodale, mais conserva durablement l'héritage militaire et culturel des samouraïs dans l'identité japonaise. Ainsi, les grandes batailles où s'illustrèrent les samouraïs furent des moments clés qui sculptèrent le paysage du Japon féodal. Leur maîtrise du combat,
Leur sens stratégique et leur rigueur morale permirent la constitution de pouvoirs solides et l'émergence de figures historiques mémorables. À travers ces récits, se dessine le portrait d'une classe guerrière qui, malgré le tumulte et le conflit, posa les fondements d'une civilisation aux valeurs uniques. Cette exploration des combats légendaires ouvre la voie à une compréhension plus profonde de l'évolution du Japon, où l'honneur et le sabre marquèrent à jamais le destin de la nation. Maintenant, poursuivons notre voyage en découvrant comment la culture samouraï s'exprima dans l'art, la poésie et la spiritualité au fil des siècles. L'impact de la période Edo sur la classe des samouraïs. L'époque Edo, qui s'étend sur plus de 2 siècles, a profondément marqué la destinée des samouraïs, cette classe guerrière emblématique du Japon féodal. Lorsque le shogunat Tokugawa réussit à établir une paix durable, les samouraïs durent réinventer leur rôle. Cette période de paix prolongée, qui dura environ 263 ans, mit fin aux guerres civiles incessantes, réduisant ainsi la nécessité de leurs compétences martiales. Dès lors, les samouraïs furent confrontés à un paradoxe. Comment préserver leur identité et statut sans le combat qui avait forgé leur existence? Le shogunat Tokugawa imposa une stricte hiérarchie sociale fondée sur la stabilité et la discipline. Les samouraïs devinrent des bureaucrates, des administrateurs locaux ou des conseillers, intégrés dans un système rigide où le contrôle social était primordial. Leur rôle s'éloigna des champs de bataille pour s'ancrer dans la gestion quotidienne des provinces. Beaucoup adoptèrent l'étude des Confucius et des arts classiques, cherchant à équilibrer leurs valeurs martiales avec un savoir civil. Ce changement renforça l'idéologie du Bushido, centrée sur le respect, la loyauté et l'honneur, mais désormais appliquée en temps de paix. Pourtant, cette transformation ne fut pas sans tension. Certains samouraïs, habitués au combat, peinèrent à s'adapter à leur nouvelle vie. Ils virent leur pouvoir diminuer au profit des marchands et des artisans, classe auparavant considérée comme inférieure. Cette montée en puissance de la bourgeoisie urbaine modifia le paysage social japonais et provoqua un certain malaise dans les rangs des samouraïs. Cette situation donna lieu à des débats intellectuels intenses sur la place de l'élite guerrière dans une société en pleine mutation. Le costume traditionnel du samouraï évolua aussi. Le port de l'armure devint purement cérémoniel. Le katana, symbole de leur rang et de leur âme, resta néanmoins l'objet principal du prestige samouraï. Cependant, la valeur réelle de cette arme s'atténua, étant souvent remplacée par des fonctions plus administratives. Le shogunat instaura des lois strictes pour contrôler la détention des armes, limitant leur usage à des fins symboliques ou rituelles. Cette régulation soulignait la fin progressive de l'ère martiale classique et la consolidation d'une paix surveillée. Durant cette période, certains samouraïs se distinguèrent par leur capacité à innover. Par exemple, Yagyu Munenori, maître d'armes du shogun, encouragea la pratique de l'escrime comme art et méthode d'autodiscipline plutôt que simple technique de combat. D'autres, comme Matsudaira Sadanobu, influencèrent la politique en promouvant des réformes économiques et sociales. Ainsi, malgré la perte de leur vocation militaire, les samouraïs restèrent des figures centrales, incarnant la stabilité et la continuité du Japon féodal. Plusieurs samouraïs choisirent la voie de l'enseignement et de la philosophie. L'étude du zen, du néo-confucianisme et de la littérature devint une occupation prisée. Cette orientation intellectuelle renforça leur rôle moral et éthique au sein de la société. En s'adaptant à ces nouveaux critères, ils pouvaient justifier l'existence de leur caste et continuer à exercer une influence importante sur la population. Le samouraï idéal, désormais, était autant un lettré qu'un guerrier. Cependant, l'apparition de classes populaires enrichies, notamment les marchands, bouleversa l'ordre établi. Cette nouvelle richesse permit à certains habitants des villes de contester indirectement
aux samouraïs leur monopole sur le prestige et la puissance. Le système des castes imposé par le shogunat fut peu à peu mis à l'épreuve, ouvrant la voie à des changements profonds. Les coutumes rigides des samouraïs furent défiées par cette émergence économique dynamique et souvent imprévisible. Le shogunat tenta de maintenir l'équilibre en renforçant le contrôle sur les samouraïs ruraux et en limitant les privilèges des autres classes. Ces efforts mirent en lumière les contradictions d'un système gardant une paix artificielle, tout en s'efforçant de perpétuer une hiérarchie rigide. La défiance croissante envers les samouraïs traduisait un sentiment général d'insatisfaction latent. Ce contexte tragique annonçait les bouleversements à venir, qui allaient bouleverser le Japon tout entier. Peu à peu, l'isolement pacifique mis en place par le shogunat favorisa une lente décadence des samouraïs traditionnels. Nombre d'entre eux sombrèrent dans la pauvreté ou se reconvertirent dans des métiers moins nobles. Les domaines samouraïs furent dilués par l'endettement et la disparition progressive de leur rôle militaire. Cette situation fragilisa la confiance en leur classe et précipita la remise en question de tout l'édifice féodal. Le réveil du Japon à la fin du XIXe siècle, marqué par l'ouverture aux influences étrangères, révélait clairement l'obsolescence du système samouraï. La restauration de Meiji, en supprimant la caste guerrière en 1868, clora un chapitre historique majeur. Pourtant, l'héritage des samouraïs continua à influencer la culture japonaise moderne, que ce soit dans les arts, la discipline ou la pensée. Leur image resta synonyme d'honneur et de dévouement. Ainsi, la période Edo représente un moment de transition essentiel où la classe des samouraïs dut se réinventer pour survivre. Elle illustre la complexité d'un pouvoir guerrier confronté à une société en paix, entre adaptation et déclin. Les samouraïs devinrent les gardiens d'une tradition morale plus que des combattants, incarnant le changement profond que connut le Japon avant son entrée dans l'ère moderne. La légende du sabre fut remplacée par celle de l'intellect et du devoir envers le shogunat. En observant cette transformation, on comprend mieux la fragilité des systèmes fondés uniquement sur la guerre et la conquête. La classe samouraï incarne à la fois la grandeur d'une période et la difficulté à s'ajuster à un nouveau temps. Leur histoire reste un témoignage important pour réfléchir sur la manière dont les élites s'adaptent ou périssent face aux mutations historiques. Ce récit fait écho au défi universel du changement social et politique. Le passage du rôle purement guerrier à celui d'administrateur et lettré démontre aussi l'importance de la culture non militaire. Le shogunat Tokugawa sut exploiter cette évolution pour renforcer son autorité, tout en conservant l'image d'une société hiérarchisée, stable et ordonnée. Cette double stratégie permit de maintenir la paix, mais elle ne réussit pas à stopper la transformation profonde des structures sociales nippones qui allaient connaître une modernisation rapide au siècle suivant. Finalement, l'impact de la période Edo sur la classe des samouraïs s'avère un exemple fascinant de résilience et d'adaptation. Ces guerriers, façonnés par le combat, durent accepter la paix et la bureaucratie pour survivre. Ils influencèrent ainsi durablement l'identité culturelle japonaise, mêlant rigueur, honneur et devoir civique. Leur histoire, bien qu'éloignée des champs de bataille, reste un pilier pour comprendre l'évolution du Japon et les tensions d'une société en mutation. Cette exploration des transformations vécues par les samouraïs pendant l'époque, Edo prépare naturellement à comprendre les défis encore plus grands qu'ils affrontèrent lors des bouleversements qui marquèrent la fin de cette ère. Les tensions accumulées et les contradictions internes ouvrirent la voie à une nouvelle période, riche en conflits et en décisions capitales, dont les conséquences allaient façonner le Japon moderne. Nous approchons maintenant de ces moments décisifs qui ponctuent l'histoire de cette noble caste. La signification spirituelle et culturelle des samouraïs. Les samouraïs ne peuvent être compris uniquement par leur rôle militaire. Leur existence s'enracinait profondément dans une dimension spirituelle et culturelle qui marquait chaque aspect de leur vie.
Leur relation avec le bouddhisme zen, par exemple, dépassait la simple croyance pour devenir un mode de vie. Le zen leur permettait d'atteindre un état de calme absolu, essentiel face aux situations de combat qui exigeaient une concentration sans faille. Cette pratique méditative renforçait leur discipline intérieure et leur contrôle des émotions, qualité indispensable à un guerrier fidèle à son code. Au-delà de la méditation, les samouraïs cultivaient une grande appréciation pour diverses formes d'art traditionnels. La calligraphie et la poésie, notamment le haïku, leur offraient des moyens d'expression raffinés, symboles de leur équilibre entre force et sensibilité. Ces arts permettaient aussi d'explorer les concepts d'éphémérité et de beauté, spirituellement liés à l'impermanence de la vie, thème central dans leur philosophie. Le maniement du pinceau rivalisait ainsi avec celui du sabre, tous deux exigeant précision et maîtrise absolue. La cérémonie du thé, ou shanoyu, était une autre pratique culturelle importante pour les samouraïs. Cet art minutieux symbolisait la quête d'harmonie, de respect et de pureté. À travers chaque geste, ils retrouvèrent la voie de la simplicité et de la sérénité, qualité qui leur permettait de rester centrés dans un monde souvent violent. Cette cérémonie était bien plus qu'un simple rituel social. Elle incarnait une discipline mentale et spirituelle que les guerriers intégraient dans leur vie quotidienne. Le code d'honneur, connu sous le nom de Bushido, incluait ainsi des dimensions invisibles mais puissantes. Plus qu'un ensemble de règles, il constituait une éthique de vie, imprégnée de valeurs comme le courage, la loyauté, l'intégrité et la maîtrise de soi. Chaque samouraï s'efforçait d'incarner ces principes dans ses actions, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les interactions sociales. Ce code guidait aussi leur relation avec la mort, qu'ils acceptaient sans peur, considérant la fin de la vie comme une transition naturelle, non une défaite. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer comment la spiritualité influençait la conception même de l'armure et du sabre. Ces objets n'étaient pas de simples instruments de guerre, mais portaient une signification symbolique forte. Le sabre, en particulier, était vu comme une extension de l'âme du samouraï. Chaque lame était forgée selon des techniques ancestrales, enrichies d'un savoir-faire et d'une spiritualité précise, donnant à l'arme une puissance presque sacrée. Porter son sabre avec honneur représentait donc un engagement total envers ses valeurs. Dans l'univers des samouraïs, la nature occupait également une place centrale. Leur vision du monde était imprégnée de respect pour les éléments naturels, qu'ils percevaient comme liés aux forces invisibles qui régissaient de la vie. Les jardins, soigneusement aménagés, les encourageaient à la contemplation et au recueillement. Ces espaces reflétaient l'équilibre recherché entre force et fragilité, écho des défis qu'ils affrontaient en tant que guerriers et hommes d'honneur. Les arts martiaux, enfin, incarnaient parfaitement la synthèse entre esprit et corps. Le kendo, le judo ou encore l'aïkido, bien que développés plus tard, trouvent leurs racines dans cette ancienne tradition samouraï. Ces disciplines enseignaient que la maîtrise de soi ne pouvait se séparer de la maîtrise du mouvement et que le combat véritable n'était pas seulement physique, mais d'abord intérieur. L'entraînement rigoureux, souvent vécu comme une voie spirituelle, renforçait cette dualité. La vie des samouraïs était donc une quête constante d'harmonie entre puissance et sagesse, entre action et réflexion. Cette dualité se retrouvait dans leur culture, imprégnée d'influences philosophiques complexes provenant du shintoïsme et du bouddhisme. Leurs rituels et leur savoir-vivre témoignaient d'une civilisation façonnée pour durer malgré les tumultes. Chaque geste, chaque moment était profondément signifiant, guidé par une sagesse transmise de génération en génération. À mesure que se dessine le portrait de ces guerriers, s'impose l'image d'hommes capables d'une violence extrême, mais aussi d'une grande sensibilité artistique et spirituelle. Leur héritage ne réside pas uniquement dans leurs exploits militaires,
mais dans cet équilibre unique entre la force du sabre et la profondeur de la méditation. Cette approche singulière représente l'âme même du Japon féodal avant son inévitable transformation. Alors que la fin de l'époque des samouraïs s'approchait avec les changements sociaux et politiques, cette riche culture spirituelle et artistique constituait un socle sur lequel la société allait continuer à s'appuyer. Leur mode de vie et leurs valeurs restent un témoignage vivant de la complexité et de la richesse de cette période historique. Leur influence traverse encore les siècles, inspirant à la fois respect et fascination. Ainsi, la signification spirituelle et culturelle des samouraïs dépasse largement leur image de simples guerriers. Elle touche à des dimensions profondes de l'être humain, à la recherche d'équilibre entre les forces opposées qui animent la vie. En comprenant cette réalité, on peut mieux saisir pourquoi leur histoire continue de captiver l'imaginaire collectif à travers le monde. Cette aventure humaine particulière ouvre la voie à la découverte des autres facettes de leur héritage, bientôt dévoilées. Les causes du déclin des samouraïs. Les samouraïs, figures emblématiques du Japon féodal, ont dominé la société pendant plusieurs siècles grâce à leur code d'honneur rigoureux et leur maîtrise sans égale du sabre. Pourtant, malgré cette position de pouvoir incontestable, ils ont connu un déclin progressif au XIXe siècle, entraînant la fin d'une ère et la transformation profonde de la société japonaise. Cette évolution résulte d'une combinaison complexe de facteurs internes et externes qui ont bouleversé le système féodal traditionnel. Premièrement, il faut considérer les bouleversements politiques majeurs au Japon à cette époque. L'époque d'Edo, marquée par une paix relative sous la domination du shogunat Tokugawa, cédait peu à peu la place à des tensions croissantes liées à l'ouverture du pays aux puissances occidentales. L'arrivée insistante des navires américains dirigés par le commodore Perry en 1853 mit fin à 2 siècles d'isolement strict. Cette pression étrangère força le Japon à repenser ses structures sociales et militaires. Ce contact brutal avec l'Occident expose les faiblesses du système militaire samouraï. Les armes à feu et les nouvelles technologies rendaient obsolètes des techniques de combat ancestrales basées principalement sur le maniement du sabre. Par ailleurs, l'exercice de la fonction de guerrier devenait moins essentiel dans un paysage où la diplomatie et la modernisation prenaient progressivement le dessus sur la guerre traditionnelle. En interne, les samouraïs souffraient également d'une perte d'identité. Principale classe militaire et administrative, ils se retrouvaient souvent estropiés par une bureaucratie rigide et une réglementation restrictive. Le statut social des samouraïs, longtemps élevé, se dégrada en raison des difficultés économiques. Ils devaient supporter le poids lourd de taxes élevées, tout en voyant leur influence diminuer devant la montée en puissance des commerçants et des fonctionnaires issus d'autres catégories sociales. Le Ronin, ces samouraïs sans maître, symbolise ce désarroi grandissant. Privés de leur seigneur à la suite de changements politiques, ces guerriers errants perdaient toute vocation noble et tombaient souvent dans la pauvreté. Leur nombre croissant reflète l'instabilité sociale et la faiblesse du système de loyauté qui avait caractérisé l'époque féodale. Les réformes entreprises par l'empereur Meiji vers les années 1868 jouèrent un rôle décisif. La restauration impériale avait pour objectif la modernisation rapide du pays afin de rivaliser avec les puissances occidentales. Dans ce cadre, le shogunat fut aboli et l'armée nationale fut créée, recomposée selon les modèles européens. Cette armée professionnelle moderne ne trouvait plus sa place dans la tradition samouraï. Les réformes abolirent les privilèges des samouraïs, leur supprimèrent leurs revenus fixes et les contraignirent à intégrer les nouvelles institutions civiles ou militaires. Cette transition fut souvent mal vécue, provoquant résistance et conflits. Certains samouraïs, attachés à leur code d'honneur et à leur identité guerrière, choisirent la révolte plutôt que l'adaptation, comme ce fut le cas
lors de la rébellion de Satsuma en 1877. Dans le même temps, l'industrialisation rapide du Japon engendrait de profondes mutations économiques. Le système féodal, basé sur la terre et la loyauté militaire, était incompatible avec l'économie capitaliste émergente. Les grandes familles samouraïs perdaient leur pouvoir face à la montée d'une bourgeoisie commerçante dynamique et souvent plus en phase avec la nouvelle époque. Les samouraïs tentèrent parfois de transformer leur statut en accroissant leur influence dans l'administration civile ou en devenant enseignants et fonctionnaires. Ils participèrent également à la redéfinition de l'identité nationale japonaise, notamment par la promotion du Bushido, réinterprété comme un code moral adapté à la modernité. Cependant, cette tentative de survivre hors du champ militaire traduisait une perte de leur essence première, celle du guerrier d'élite d'autrefois. Il est aussi important de noter l'impact des idées occidentales, telles que la démocratie et l'égalité, qui remettaient en cause le système hiérarchique rigide qui avait protégé les privilèges samouraïs. L'introduction de nouvelles écoles et la diffusion du savoir faisaient émerger une société plus méritocratique. Le rôle traditionnel des samouraïs en tant que gardiens de l'ordre social était dès lors profondément ébranlé. Ainsi, le déclin des samouraïs ne peut être attribué à un seul facteur, mais à un ensemble d'éléments qui agissaient en synergie. L'incapacité à s'adapter aux nouvelles réalités militaires, économiques et politiques du XIXe siècle expliquait leur perte de pouvoir. Leur code d'honneur, source de leur prestige, devint parfois un frein à leur intégration dans un Japon en pleine transformation. Enfin, l'émotion suscitée par leur disparition appartenait autant à la nostalgie qu'à la reconnaissance de la nécessité du changement. Ces guerriers d'exception, à la fois personnages historiques et symboles culturels, cédèrent la place à une nouvelle incarnation du Japon, tournée vers la modernité et l'ouverture sur le monde. Cette transition marqua la fin définitive d'une époque où l'honneur et le sabre dictaient la loi, ouvrant le chemin à la création d'une société nouvelle. Cette histoire complexe et fascinante prépare le terrain pour la suite, qui explore comment les samouraïs se sont vus réinventés dans la mémoire collective et la culture contemporaine. Héritage et influence des samouraïs dans le Japon moderne. Les samouraïs occupent une place unique et emblématique dans le panorama historique du Japon. Leur héritage dépasse largement les champs de bataille du Moyen Âge et continue de s'incarner dans la société moderne à travers différents aspects culturels, artistiques et même sociaux. Comprendre cette influence permet de saisir non seulement l'importance des samouraïs dans le passé, mais aussi leur rôle vivant dans la construction de l'identité nationale japonaise aujourd'hui. Depuis leur apparition comme guerriers au service des daimyos jusqu'à leur disparition officielle à la fin de l'époque Edo, leur image s'est transformée sans perdre son impact profond. Dans la culture contemporaine, les samouraïs sont souvent perçus comme le symbole ultime de la discipline, du courage et de la loyauté. Ces valeurs imprègnent encore fortement l'éducation, la morale et même le monde professionnel au Japon. Le récit des exploits des grands samouraïs tels que Miyamoto Musashi ou Oda Nobunaga est enseigné dans les écoles, favorisant un sentiment d'admiration. Mais cette admiration ne se limite pas au passé. Les arts martiaux modernes comme le kendo, qui signifie la voie du sabre, se revendiquent directement de la filiation avec ces anciens guerriers. Ce sport mêle ainsi tradition et modernité en perpétuant un code de conduite rigoureux, dicté par le Bushido. Il serait réducteur de limiter l'influence des samouraïs au domaine martial. Leur esthétique, notamment visible dans l'art, la littérature et le cinéma, est omniprésente. Les kimonos aux motifs inspirés des armures, les estampes ukiyo-e représentant des scènes de bataille ou des héros légendaires font partie intégrante du patrimoine visuel japonais. Dans le cinéma et l'animation, des réalisateurs tels qu'Akira Kurosawa ont popularisé l'image du samouraï comme figure tragique et héroïque,
influençant non seulement le Japon, mais aussi le cinéma occidental. Le genre Jidaigeki, qui met en scène des récits de l'époque féodale, entretient constamment cette fascination. Au-delà de la culture populaire, la mémoire des samouraïs est aussi inscrite dans l'espace physique du Japon. De nombreux châteaux, sanctuaires et musées célèbrent leur histoire. Par exemple, le château de Himeji, remarquable pour sa structure imposante, est un témoignage vivant de l'ère des samouraïs. Certains sites commémoratifs honorent les guerriers tombés lors des batailles pour la réunification du pays, faisant de ces lieux des points d'ancrage de la mémoire collective. Les festivals locaux, avec leur reconstitution de combats et défilés costumés, perpétuent également ce passé dans la vie quotidienne. Sur un plan plus philosophique, la pensée et l'éthique des samouraïs continuent d'influencer la société japonaise. Le Bushido, cette voie du guerrier, prône un code moral centré sur l'honneur, la fidélité, la maîtrise de soi et la bravoure. Ces principes, bien que parfois idéalisés, servent encore de référence dans les dilemmes modernes, notamment dans les domaines des relations professionnelles et des responsabilités sociales. C'est cette persistance d'idéaux qui confère aux samouraïs une place si particulière, loin d'être figés dans un simple passé révolu. Analyser leur disparition officielle durant la restauration de Meiji permet d'appréhender la transition entre un Japon féodal et un pays en pleine modernisation. Le gouvernement de l'époque a officiellement aboli la caste des samouraïs en abolissant leurs privilèges, ce qui a suscité de nombreuses révoltes. Mais loin de disparaître, leur influence s'est diluée pour se manifester sous d'autres formes. Certains anciens samouraïs ont rejoint l'armée impériale ou les administrations modernes, transférant ainsi leurs compétences dans de nouveaux cadres. Leur esprit de loyauté et de discipline a donc contribué à modeler la nouvelle structure de l'État japonais. Dans la littérature contemporaine, les samouraïs alimentent un imaginaire foisonnant, oscillant entre mythe et histoire. Des auteurs tels que Yukio Mishima ont exploré cette figure dans ses dimensions psychologiques et sociopolitiques, mêlant fascination et critique. Les récits de bataille, les codes d'honneur et les dilemmes moraux restent une source inépuisable de réflexion sur la nature humaine, le pouvoir et la résistance au changement. Cette double facette souligne combien l'image du samouraï est multidimensionnelle et pleinement intégrée à la culture intellectuelle japonaise. La transmission de cet héritage passe aussi par l'enseignement des arts traditionnels et des disciplines associées à l'époque des samouraïs. La calligraphie, la cérémonie du thé et même la méditation zen pratiquée par les guerriers se retrouvent dans les activités culturelles contemporaines. Ces pratiques témoignent de la quête d'harmonie entre le corps et l'esprit qui était au cœur de la formation samouraï. En maintenant vivantes ces traditions, le Japon assure une continuité entre hier et aujourd'hui, renforçant le poids historique des samouraïs dans le présent. Il est intéressant de constater que l'image moderne du samouraï évolue en même temps que la société japonaise. Au fil des décennies, notamment après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a connu une transformation profonde qui a bouleversé ses repères traditionnels. Pourtant, le mythe du guerrier noble et rigoureux continue d'être un point d'ancrage identitaire. On retrouve cette figure dans les publicités, les gadgets, les mangas et même dans la musique, souvent détournée ou revisitée. Cette appropriation multiple souligne la vitalité de cet héritage dans l'imaginaire collectif, au-delà de toute reconstruction historique rigoureuse. L'influence des samouraïs dépasse aussi les frontières du Japon. À l'international, leur image est celle d'un aristocrate guerrier, guidé par un code d'honneur strict. Cette fascination mondiale se traduit par la popularité continue des films, livres et jeux vidéo abordant leurs histoires. Les écoles d'arts martiaux étrangères adoptent souvent leur éthique et certaines techniques. Cette circulation culturelle enrichit à la fois le Japon et le reste du monde, offrant une figure historique complexe et attachante qui relie les peuples par des valeurs communes. D'un point de vue pédagogique,
Les historiens insistent sur la nécessité de dépasser la simple fascination romantique pour comprendre la réalité des samouraïs. Ils n'étaient pas seulement des héros idéalisés, mais des hommes et des femmes au parcours varié, parfois violents, parfois stratèges, parfois compromis avec le pouvoir. La complexité de leur rôle social montre que leur histoire est aussi celle d'un Japon fragmenté et en mutation constante. Cette approche critique contribue à affiner la connaissance et à éviter les clichés trop simplistes. Les collections muséales japonaises conservent de nombreux artefacts témoignant du quotidien des samouraïs. Sabres, armures, documents administratifs et objets personnels offrent une fenêtre tangible sur leur vie. Ces pièces ouvrent un dialogue entre passé et présent, permettant aux visiteurs de comprendre les réalités matérielles qui accompagnaient l'exaltation de leurs valeurs. Certaines expositions itinérantes à travers le monde participent aussi à cette diffusion globale, renforçant la portée internationale de leur héritage. La mémoire collective inscrit les samouraïs dans un récit national essentiel. De nombreuses fêtes traditionnelles et commémorations ancrent leur présence dans le calendrier culturel. Les écoles organisent des journées à thème et les familles racontent encore parfois ces histoires aux plus jeunes. Cette transmission orale joue un rôle fondamental pour maintenir vivante cette partie de l'histoire japonaise. Elle contribue à créer un lien intergénérationnel puissant fondé sur l'admiration et la réflexion sur des valeurs persistantes dans une société en évolution. Par ailleurs, la transformation des rôles guerriers en figures symboliques a permis un enrichissement des arts performatifs. Le théâtre No et Kabuki ont intégré des récits samouraïs, mettant en scène leurs luttes intérieures et conflits moraux. Ces représentations artistiques enrichissent l'interprétation historique tout en captivant le public par leur esthétisme et leur profondeur. Cette fusion du passé et du spectacle demeure une composante majeure de la culture japonaise contemporaine. Il est également notable que la revalorisation des samouraïs intervient dans les discours nationaux sur la préservation des traditions face à la mondialisation. Les institutions encouragent souvent la redécouverte de ces racines culturelles comme un moyen de renforcer la cohésion nationale. Cela s'observe dans les politiques éducatives, les subventions aux musées et le soutien aux festivals historiques. Cette volonté de préserver un patrimoine vivant montre que les samouraïs ne sont pas confinés à un passé révolu, mais participent à la définition de l'avenir du Japon. Dans le domaine de la psychologie sociale, l'idéal samouraï inspire encore de nombreux Japonais dans leur quête de sens et d'intégrité personnelle. La recherche d'un équilibre entre la rigueur professionnelle et la vie personnelle se nourrit de ces anciens principes. Certains managers s'inspirent du Bushido pour insuffler à leurs équipes un sentiment d'engagement et de respect mutuel. Cette utilisation contemporaine révèle la flexibilité et la constellation d'interprétation que l'héritage samouraï permet, dépassant les simples récits historiques. Parallèlement, des critiques émergent concernant la idéalisation excessive de cette figure. Certains chercheurs alertent sur les dangers de nostalgie militariste ou nationaliste associés à l'image du samouraï. Ils appellent à une lecture nuancée, intégrant les contradictions et les violences inhérentes à cette époque. Ces débats montrent combien la mémoire des samouraïs est un terrain vivant de discussion tant sur le plan historique que sur le plan moral. Ce dialogue critique contribue à la richesse des réflexions autour de ce thème. La littérature jeunesse et les bandes dessinées japonaises perpétuent aussi la fascination pour les samouraïs. Ces médias permettent aux nouvelles générations de découvrir un pan important de leur histoire. Parfois, avec des récits modernes qui adaptent les aventures anciennes à des sensibilités contemporaines. Ces adaptations jouent un rôle pédagogique majeur en vulgarisant des notions complexes comme la loyauté, la stratégie et le sacrifice, tout en restant accessibles et divertissantes. Elles assurent la permanence de ce patrimoine dans la culture populaire. L'économie touristique profite également de cette fascination pour les samouraïs. De nombreuses régions japonaises organisent pour des visites thématiques,
où les touristes peuvent s'immerger dans l'univers ancien, apprendre à manier le sabre ou participer à des ateliers culturels. Cette dynamique touristique contribue à la valorisation locale et à la prise de conscience de l'importance historique de ces figures guerrières. Elle crée aussi des liens entre différents acteurs sociaux, renforçant l'identité régionale liée aux samouraïs. Il convient enfin de souligner l'impact des samouraïs dans la dimension internationale des relations culturelles. Par le biais d'échanges universitaires, d'expositions et de collaborations artistiques, la connaissance de leur histoire s'enrichit grâce aux contributions de spécialistes étrangers. Ce dialogue ouvert favorise une compréhension multiculturelle et évite l'appropriation simpliste. L'image du samouraï devient ainsi un pont entre le Japon et le reste du monde, stimulant curiosité et respect mutuel à travers les cultures. En conclusion, il est indéniable que les samouraïs continuent de marquer profondément le paysage culturel, social et symbolique du Japon moderne. Leur image a transcendé la simple description historique pour devenir un véritable pilier de l'identité nationale. Que ce soit à travers les arts, les pratiques sociales ou la réflexion éthique, leur héritage reste un élément dynamique et vivant qui continue de nourrir débats, créations et savoirs. En revisitant ce présent imprégné de passé, on découvre une société qui dialogue constamment avec ses racines, tout en regardant vers l'avenir. Cette immersion dans l'univers des samouraïs nous conduit naturellement à réfléchir sur les transformations plus larges qui ont accompagné leur déclin et la modernisation du Japon, ouvrant ainsi la voie vers une meilleure compréhension des forces complexes qui ont façonné le pays tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cela nous invite donc à poursuivre cette exploration en examinant les changements sociaux et politiques majeurs qui ont suivi leur ère pour mieux saisir le passage du Japon féodal à l'ère contemporaine.